BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Oui, je sais, c'est la période de déclaration des impôts et notamment de vos cryptos si vous en avez. Mais on est là, on est avec vous pour répondre à vos questions. Et soyez attentifs car tout cela va se durcir. Bercy veut accélérer en matière de contrôle des cryptoactifs et ça bouge aussi du côté de l'OCDE. Faut-il s'inquiéter? On en parle dans quelques instants, notamment avec Alexandre Lorimi. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Avocat associé chez Orwell Avocat. Et puis un autre Alexandre, que vous connaissez bien ici, Alexandre Sachenko. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Directeur de la stratégie chez Pemium. Bon, c'est l'heure de votre chronique mensuelle, Alexandre. Et pas des moindres. De toute façon, on a toujours des sujets importants. C'est un sujet grave aujourd'hui, Alexandre. La liberté. Est-ce que la liberté d'avoir une vie privée, Alexandre, est menacée à l'instant où l'on se parle ? Eh bien, tout à fait. Depuis la semaine dernière, en Europe, c'est officiel. La vie privée est passée de statut du droit fondamental à celui de principe, je cite, réservé aux criminels. Je cite une décision de justice. L'outil développé par le suspect et ses co-auteurs combine d'une part un anonymat maximum et des techniques de dissimulation optimales, avec d'autre part un manque sérieux de fonctionnalités permettant l'identification. De par sa nature et son fonctionnement, l'outil est spécifiquement destiné aux criminels. Voilà ce qu'on pouvait lire donc dans le jugement d'Alexei Pertsev, qui est développeur de l'outil Tornado Cash, condamné aux Pays-Bas le 14 mai 2024 à 5 ans de prison pour avoir construit un outil de confidentialité. L'anonymat et la confidentialité sont donc des principes destinés spécifiquement aux criminels, c'est écrit noir sur blanc, confidentialité pourtant protégée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais qu'importe, attention mesdames et messieurs, si vous mettez des rideaux à vos fenêtres, c'est louche, vous risqueriez bientôt d'être inculpé pour association de malfaiteurs. Mais dans quel contexte, Alexandre, la criminalisation de la vie privée a-t-elle lieu ? Celui de la lutte anti-blanchiment d'argent qui semble octroyer un totem d'immunité pour bafouer les libertés fondamentales. Malgré l'absence de preuves de leur efficacité, les mesures de surveillance financière continuent d'être renforcées régulièrement en défiant au passage toutes les règles et exigences démocratiques. Primauté du secret, liberté comme norme, principe de proportionnalité des limitations du droit, neutralité technologique, présomption d'innocence, etc. Le contrôle préalable à toute infraction devient la norme, l'application de la loi devient sélective et arbitraire, les fermetures de comptes bancaires prennent des allures de censure et d'asphyxie financière, le droit de propriété est réduit à peau de chagrin. Ces dérives sont particulièrement visibles dans le monde des cryptos, avec l'affaire Tornado Cash évidemment, mais aussi avec l'arrestation récente des développeurs de Samurai Wallet. Mais plus généralement, on se rend compte que ce n'est pas du tout un problème crypto en réalité. Les règlements anti-blanchiment en Europe ne respectent pas les droits fondamentaux et n'ont absolument aucune base légale ni proportionnalité. Bon, d'une manière générale, Alexandre, pourquoi est-ce que la proportionnalité est un principe tout simplement extrêmement important dans un état de droit ? Alors, l'équilibre entre l'atteinte portée à un droit et l'intérêt général, il est absolument crucial pour éviter les dérives liberticides et autoritaires. On ne peut pas se cacher derrière un objectif, aussi louable soit-il, pour imposer des restrictions au droit qui soient disproportionnées. Par exemple, on pourrait se dire qu'en installant un policier chez tout le monde, on réduirait la criminalité. L'objectif peut être considéré comme louable, mais les droits individuels qui seraient hypothéqués au passage sont une réduction inacceptable des libertés. Et donc on ne le fait pas. En démocratie libérale, la liberté est la norme et la contrainte l'exception. C'est à l'État, lorsqu'il souhaite restreindre une liberté, de démontrer qu'il ne fait pas plus que ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif et que celui-ci est efficacement atteint. Et dans le cas des cryptos, plus précisément, Alexandre ? Eh bien, dans le cas des cryptos, rien, jamais n'est justifié. Seule la paranoïa irrationnelle compte. Le règlement TFR, donc sur le transfert de fonds, est fondé par exemple sur un avis des autorités de surveillance de l'Union européenne, selon lequel, je cite, les autorités compétentes ne disposent pas de la compréhension et de la connaissance nécessaires pour conduire une étude d'impact en bonne et due forme. Fin de citation. En Suisse, la FINMA, donc l'autorité des marchés financiers locale, évoque un manque de données et d'informations pour faire une évaluation des risques. Le FMI, donc au niveau mondial, le Fonds monétaire international, dans son dernier rapport sur le sujet en septembre 2023, regrette que les risques de blanchiment n'ont, je cite, pas été étudiés spécifiquement sur la question des cryptoactifs. La Banque mondiale, en 2023, dans son rapport sur le sujet, indiquait tout simplement que les actifs virtuels n'avaient pas été traités. Bon, en bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce que les cryptos sont risqués ?
personne n'a la réponse à cette question. Exactement ça. Ce que je suis en train de dire est très grave. Personne n'a jamais fait l'étude pour savoir si les cryptos étaient risqués et on restreint les droits fondamentaux de 500 millions de personnes sur l'autel d'un fantasme. Mais l'objectif pour les autorités publiques n'est plus de permettre une lutte proportionnée contre le blanchiment d'argent, il est de rehausser les standards de contrôle chaque année en oubliant la raison d'être de ces contrôles, car la surveillance est une drogue et que les anticorps démocratiques ne s'activent pas. Personne ne proteste. C'est pourtant une violation du principe constitutionnel de proportionnalité et c'est d'autant plus grave que ces contrôles ne sont même pas efficaces. Donc Alexandre, ça veut dire que ces mesures anti-blanchiment, tout simplement, ça veut dire que aucune efficacité ou pas très efficace? Alors elles sont ni efficaces ni efficientes. Un chercheur du nom de Ronald Paul s'est essayé à un exercice en 2020. Il a fait une méta-analyse des études existantes qui s'intéressent à l'efficacité des mesures de lutte anti-blanchiment d'argent. Donc il a regardé toutes les analyses existantes et il a dit « je vais faire une synthèse ». Son résultat, sans appel, je cite « L'expérience anti-blanchiment d'argent reste un candidat viable au titre d'initiative politique la moins efficace jamais réalisée. » Fin de citation. Les procédures de collecte d'identité et de lutte contre le blanchiment d'argent permettent de récupérer environ 0,05% de l'argent criminel au niveau mondial. Et la situation est encore plus absurde en Europe, où les coûts de conformité imposés aux entreprises, 144 milliards d'euros, dépassent l'argent total généré par le crime chaque année, 110 milliards d'euros. Bon, ce que vous nous dites, Alexandre, là, c'est que pour vous, en tout cas de ce que vous envoyez, des études cas, c'est pas efficace. Bon, est-ce que c'est grave ? C'est très grave parce que ces procédures créent des risques et des problèmes plus importants encore. La censure financière en premier lieu, qui n'est plus un fantasme depuis quelques années. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du côté de la Corée du Nord ou de l'Iran. Canada, 2022, une centaine de manifestants se voient couper l'accès à leur compte bancaire. Cela sera jugé d'ailleurs en 2024 comme étant anticonstitutionnel, mais le mal est fait. Royaume-Uni, 2023, scandale politique. Le leader du Brexit, Nigel Farage, est débancarisé en raison de ses opinions politiques. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devra aller jusqu'à convoquer les banques pour leur demander de respecter la pluralité. Mais encore une fois, le mal est fait. Inde, 2024, plus grande démocratie du monde, le principal parti d'opposition voit ses comptes bancaires gelés en pleine campagne électorale. Ici aussi, le mal est fait. Tout ça n'est pas un fantasme de bitcoiner, c'est chez nous et c'est maintenant. Bon, et tout ça avec toutes ces collectes massives de données d'identité, ce qu'il n'y a pas aussi, Alexandre, un sujet au niveau des données personnelles? Si, très exactement, avec en particulier le développement de l'IA qui arrive à des niveaux de sophistication effrayants en termes d'usurpation d'identité, il devient nécessaire en plus de mettre un terme à cette foire aux données personnelles le plus rapidement possible. La protection des données personnelles, c'est aussi un devoir moral vis-à-vis des autres parce que se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres d'arnaques et d'abus de confiance. Bon, c'est intéressant, Alexandre. Ce que vous nous dites, c'est que là, pour vous, les mesures anti-blanchiment, elles seraient pas efficace, mais en plus pas forcément pertinente. Non, je dis que la lutte anti-blanchiment conduit à un verrouillage excessif, injustifié et contre-productif qui piétine les droits fondamentaux. Droit à la dignité, droit à l'autodétermination, à la résistance à l'oppression, à la propriété, à la liberté d'innovation, tous sont menacés. Le droit à la vie privée, de manière plus générale, est clairement bafoué en point d'en anéantir l'essence même. Lorsque les cryptos anonymes sont interdites, comme elles viennent de l'être en Europe le 25 avril, sur la seule base du fait qu'elles sont anonymes, c'est bien la confidentialité en soi qui est visée, alors qu'elle constitue l'exercice normal de la vie privée, droit fondamental qui permet le développement d'un sujet politique libre. Si la vie privée est mise hors la loi, seuls les hors-la-loi auront une vie privée, disait l'ingénieur Phil Zimmermann en 1991. Le contrôle a priori de tous, tout le temps, avant la moindre suspicion de commission d'infraction devient la norme. Pour les entreprises assujetties à ces réglementations, c'est l'absence de contrôle qui devient une infraction en violation du droit primaire. On entend de plus en plus de gens qui se font fermer leur compte pour des motifs légers, dirons-nous, ou encore des demandes de justification, d'explication pour des retraits de sommes du quotidien. C'est une situation qui devrait effrayer n'importe quel citoyen désireux de vivre en démocratie libérale. Donc parlez-en autour de vous, et si vous souhaitez vous impliquer ou que vous avez été d'ailleurs concerné, affecté ou victime de tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Nous rassemblons actuellement du soutien pour passer à l'action et on va créer une landing page pour pouvoir récupérer les témoignages. Alexandre Stachenko, Alexandre Lourini aussi avec nous. Voilà, double dose d'Alexandre aujourd'hui. Rebonjour à tous les deux. Alexandre Lourini, donc vous êtes avocat, associé chez Orwell Avocat. Vous êtes venu nous parler de la fiscalité des cryptoactifs, mais d'abord, là, Alexandre n'a pas forcément parlé directement de fiscalité, mais plus de liberté au sens large, notamment de droit à la vie privée. Est-ce que vous avez
une réaction en particulier avant qu'on parle de fiscalité à ce que nous a dit Alexandre Sachenko. Oui, on est obligé de réagir. Je pense que ça concerne aussi le sujet fiscal, puisque une des fins de la collecte massive de données est la lutte contre la fraude fiscale, dans le cadre notamment de l'échange automatique d'informations qui va arriver en matière de crypto, on va y venir. Et donc ça concerne non seulement la lutte contre la criminalité, mais la lutte contre la perte de recettes de l'État, qui met en cause d'autres principes constitutionnels, comme la nécessité de l'impôt, le principe d'égalité devant les charges publiques. Donc effectivement, je partage le constat sur la tendance, sur le risque, et en tant que juriste, on est tous alertés quand on a des atteintes à certaines libertés fondamentales qui pourraient ne pas être justifiées. Après, il faut aussi avoir des éléments pour rassurer, c'est-à-dire qu'en face, on a des objectifs qui sont reconnus comme légitimes, lutter contre la fraude, lutter contre le blanchiment et le crime, et on a aussi un accès au juge qui est effectif. Tu l'as évoqué dans les exemples canadiens, britanniques, la situation a certes a posteriori, puisque c'est comme ça que fonctionne la justice, mais elle a été restaurée, et elle a été reconnue comme illégitime, a posteriori forcément, mais c'est quand même un élément qui pourrait être considéré comme rassurant. Oui, Alexandre Sachenko. Dans la mesure où, typiquement, pour le cas de Nigel Farage au Royaume-Uni, par exemple, d'abord, la banque lui a donné de fausses explications. C'est-à-dire que comme, en plus, ce genre de réglementation a tendance à créer des barrières à l'entrée énormes, à la fin, on se retrouve devant des oligopoles bancaires qui n'ont pas à justifier des fermetures de comptes, ils ont juste à dire désolé, vous ne respectez plus les règles internes. Et à la fin, c'est parce que Nigel Farage a réussi à obtenir des preuves en interne que ça avait été pour des raisons politiques que ça a créé le scandale. Mais combien de gens se font débancariser, par exemple, censurés, avec comme motif rien du tout, j'en veux pour preuve l'industrie crypto. Ça fait presque 10 ans que ça dure. Qu'on arrive à vous suivre, donc Alexandre Sachenko, voilà, vous avez alerté là à l'instant contre tout un tas de dérives potentielles. Alexandre, réel, pas potentiel. Réel. Et Alexandre Lorimi, vous dites que finalement, il y a aussi des choses qui avancent. Ce que je dis, c'est qu'on est quand même dans un état de droit et le juge représente encore et toujours un garde-fou. On a plusieurs niveaux de juridiction qui permettent de faire cet exercice d'examen de la proportionnalité, de la nécessité des atteintes aux différents droits fondamentaux. Et heureusement, donc ça c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Ensuite, sur la question de la pertinence de l'atteinte à la vie privée, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une question d'éducation. J'ai l'impression que si aujourd'hui un juge néerlandais peut considérer que Tornado Cash n'a comme seule utilité de blanchir de l'argent, c'est qu'on a une base citoyenne qui n'est pas suffisamment alerte sur les questions de la vie privée. Si 90% des gens utilisaient Tornado Cash, des gens avec de la crypto utilisaient Tornado Cash, le juge n'aurait pas pu se permettre de dire cette phrase. Donc les juges sur une réalité sociale à un moment T, et la question de l'éducation en matière de vie privée en ligne, à mon avis, est fondamentale. Donc ce que vous dites, Alexandre Lorimi, c'est que finalement, si les gens étaient plus éduqués à ces nouveaux outils à disposition, s'il y avait moins de préjugés, on n'aurait pas forcément certaines décisions de justice comme celle que vous venez de citer. C'est exactement, puisqu'elle repose quand même en grande partie sur le fait que l'outil, selon le juge, ne peut être utilisé pour d'autres raisons que des fins criminelles. Alexandre Sachenko, vous êtes d'accord avec ça ? Qu'il y a besoin d'éducation, oui, énormément, évidemment. Mais que s'il y avait plus d'éducation, la décision aurait été différente. Je pense que c'est un serpent qui se mord la queue, parce que il y a un côté œuf ou poule, c'est-à-dire que si les gens étaient plus éduqués, on ne pourrait pas se permettre de prendre ce genre de décision, mais en même temps, ce genre de décision fait que du coup, c'est de plus en plus accepté du fait que si on a quelque chose à cacher, c'est louche. Et donc en fait, le truc tourne en rond, et tant qu'on n'altère pas, on n'inverse pas la tendance, effectivement, confidentialité sera assimilée à criminalité, alors que, je le rappelle, il y a même des arrêts de certaines juridictions qui rappellent que la vie privée est un droit fondamentalement fondamental, parce qu'en fait, c'est dans le secret de son fort intérieur qu'on se construit comme être libre, comme être en capacité d'être en désaccord avec l'opinion majoritaire. On ne peut pas faire de sujet politique libre si on n'a pas de vie privée. Donc c'est vraiment un des droits qui conditionne un certain nombre d'autres droits, et c'est effectivement très triste qu'aujourd'hui l'éducation à ce sujet-là consiste à assimiler confidentialité et crime. Bon, en tout cas, il y a Thomas Cazenave, notre ministre des Comptes publics, Alexandre Lorimi, qui veut renforcer, en tout cas durcir les contrôles en matière en tout cas sur la fiscalité des crypto-actifs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe ? Je crois qu'il y a des choses qui arrivent à l'automne. Oui, effectivement. Alors, le domaine fiscal, c'est pas le domaine de l'action publique qui respecte le plus la vie privée. Jusqu'à présent, en matière de crypto, les outils de l'administration pour contrôler sont assez légers par rapport à ce qui se passe
en matière financière. Et une des déclarations du ministre récemment était partant du constat qu'on avait 5 millions de détenteurs de cryptoactifs pour 150 000 déclarations, de renforcer ces outils en matière de crypto. Et donc l'idée principale, ça va être de transposer les outils qui existent en matière financière sur les cryptos. Et ces outils, ils sont particulièrement aussi sujet à débat sur le plan des principes. Ça va être par exemple d'étendre le délai de contrôle des contribuables de 3 à 10 ans lorsqu'un compte d'actifs numériques n'aura pas été déclaré. Ça va être de poser des présomptions, encore une fois on y revient, des présomptions qui permettraient à l'administration fiscale de considérer que toutes les sommes ayant transité via un compte crypto non déclaré seraient des revenus imposables. Ça peut être également, encore pire en matière de crypto, un impôt de 60% qui serait applicable dans le cas où les sommes ne pourraient pas être justifiées par le contribuable. Donc autrement dit, si j'ai acheté des cryptos il y a un moment sur un wallet, que je les ai déposés sur un exchange, que je ne peux pas justifier de l'origine de ces cryptos, potentiellement avec ce type de mesure, l'administration sera en droit d'appliquer une taxe de 60% sur la valeur de ces dépôts. Donc c'est des outils qui sont particulièrement efficaces et dissuasifs, mais qui posent beaucoup de difficultés justement sur l'articulation et le consensus entre les différents droits, puisqu'en matière de crypto, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés pour justifier de l'origine des fonds, et parfois cette difficulté elle vient du caractère frauduleux ou criminel de l'origine des cryptos. C'est simplement de la bonne foi, c'est-à-dire que il y a eu trop de transactions entre guillemets, on s'y retrouve plus, et c'est même compliqué j'imagine, de justifier techniquement, si j'ose dire, s'il y a eu plusieurs transferts qui ont été faits. D'ailleurs, vraie question en même temps, comment est-ce qu'on justifie ça à l'administration fiscale ? Aujourd'hui, c'est pas nécessaire de le justifier, mais si demain ce type de dispositif entre en vigueur, ça sera très compliqué. Alors pour le justifier, mais on demande de justifier par exemple les plus-values. Pour justifier une plus-value, s'il y a eu plusieurs échanges, etc. avant, ça peut être compliqué de dire non mais attendez, là j'ai gagné tant, mais avant j'ai perdu tant, et là on rentre dans des calculs quand même assez complexes. Donc j'imagine, enfin c'est vous qui allez nous le dire, Alexandre, mais j'imagine qu'il faut essayer de justifier un peu le chemin le cheminement qu'il y a eu avec vos fonds, ce qui n'est pas toujours simple à faire. Oui, c'est souvent compliqué. En fait, plus les gens sont arrivés tôt dans la crypto, plus c'est compliqué. Aujourd'hui, les nouveaux investisseurs utilisent peu de plateformes, peuvent s'y retrouver. Mais sinon, c'est assez compliqué. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que le régime, il pose de la fiscalité qu'au moment où on a une transaction en monnaie légale, ce qui permet d'avoir à se préoccuper de son historique que à des moments très très ciblés, et il faut essayer de retrouver son prix d'achat si on veut le déduire de son prix de vente et si on veut éviter d'être imposé sur la totalité de ce qu'on cède. Donc c'est compliqué, mais c'est pas impossible, et souvent ceux qui ont du mal à justifier les prix d'achat, c'est des gens qui ont eu un prix d'achat relativement faible et pour lesquels la question de la déduction du prix d'achat du prix de vente se pose même pas, c'est tellement modique qu'ils le font pas. Ça dépend des multiples qui ont été faits. Voilà. Il y a aussi une directive européenne, la fameuse DAC 8, qui devrait entrer en vigueur en 2026, Alexandre Lorimi. Ça pourrait changer la donne parce que ça obligerait tous les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer, et c'est en lien avec ce qu'on se disait là, toutes les opérations de leurs clients. C'est-à-dire ce qu'on se dit là, finalement, vous dites on n'est pas obligé de les déclarer. Là, potentiellement, malgré les clients de ces plateformes, l'État, l'administration fiscale pourrait avoir accès à toutes ces opérations-là. Qu'est-ce que ça change, ça, concrètement ? En fait, ça va tout changer. On va passer d'un monde où la crypto, finalement, est assez peu visible de l'administration fiscale. Elle est accessible, les infos dans la crypto sont accessibles par l'administration, mais sur demande uniquement. C'est pas ce qui peut déclencher un contrôle. Ce qui va déclencher un contrôle, c'est généralement un retour sur le compte bancaire. À un monde où l'information en crypto sera communiquée en direct à l'administration fiscale. Donc contrôle ou pas contrôle, l'information sera disponible. Absolument. Ce qui va permettre en fait de passer de contrôles qui seront seulement centrés sur les situations les plus absurdes, type la personne qui met 1 million d'euros depuis Kraken sur son compte et qui les déclare pas, à des contrôles à cibler avec un coût beaucoup moins important, puisque les infos pourraient être corroborées de manière beaucoup plus automatique et beaucoup plus simple par l'administration fiscale. Il suffira d'avoir vendu 300 euros de crypto sur une plateforme d'échange
sans l'avoir déclaré pour que ça fasse biper une alerte dans le système de l'administration fiscale. Donc on va vraiment changer de logique en matière de contrôle avec l'échange automatique d'informations. Même au-delà de l'Europe, il y a même au niveau de l'OCDE que ça bouge. Il y a une 50aine de pays qui sont engagés à mettre en place d'ici 2027 une sorte de, comment on peut dire, de cadre pour échanger de l'information entre les différentes administrations fiscales de ces pays-là, Alexandre ? Exactement. Là, ce cadre d'Ac8, en fait, qui sera entre les États membres de l'Union européenne, va aussi être mis en place au niveau international dans le cadre de l'OCDE. Et donc, le dispositif sera à peu près le même, sauf qu'on aura beaucoup plus d'États participants. Et ce qui compte, c'est d'avoir la portée territoriale la plus large pour que ce soit efficace. Dans les États qui ont indiqué leur volonté d'aller vite sur un cadre international, on a les États-Unis, l'Inde, le Canada. Donc la portée sera relativement large. Alexandre Sachenko, voilà, on parle de tout ça, là, on est très dans la fiscalité. Est-ce que ça fait écho à cette liberté qui serait menacée, que vous avez cité il y a quelques instants? Ouais, ça fait écho complètement. Alors après, juste pour bien préciser, on parlait tout à l'heure, et c'est tout à fait juste, c'est qu'on n'est pas en train de dire il y a des droits qui sont absolus et on ne peut jamais revenir dessus. Même le droit à la vie privée peut avoir des limitations, lorsque l'intérêt général le justifie, que c'est proportionné, etc., etc. Donc personne ici ne dit juste on aimerait que tout le monde soit anonyme tout le temps et partout. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de regarder si en face, on est en train de mettre un contrôle qui suit un objectif déterminé, qui est efficace et qui n'est pas trop grave pour l'atteinte à ses droits. Alors là, ici, j'entends par exemple sur le sujet d'Ac8, on pourrait parfaitement justifier que ça ressemble un peu à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y a un côté où le contrôle avant infraction devient la norme. Parce que vous ayez commis une infraction ou pas, vos informations seront disponibles de toute façon. Et ça pourrait se discuter. Je ne dis pas que j'ai la réponse, je n'ai pas fait l'étude de ce texte en particulier, mais ce que je veux dire, c'est que dans la philosophie générale, on tend de plus en plus à ça, c'est-à-dire, si tu n'as rien à cacher, alors toutes tes informations doivent être disponibles. Et si tu ne veux pas, c'est que tu as quelque chose à cacher. Et ça relève du même principe, entre guillemets. Alexandre Lorimi, c'est intéressant parce que la dernière fois que vous étiez intervenu dans cette émission, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous nous disiez, finalement, une des questions à laquelle vous avez répondu, c'était de vous demander qui peut avoir un contrôle plus approfondi de l'administration fiscale. Et vous nous aviez répondu, il y a des contrôles approfondis de l'administration fiscale si ça vaut le coup financièrement. Un peu la même logique qu'une société privée, c'est-à-dire que si on engage des poursuites, il faut que potentiellement ça vaille le coup, entre guillemets, pour qu'il y ait des sommes d'argent assez importantes à récupérer. Là, finalement, avec notamment Dac8, tout ce qui se passe au niveau de l'OCDE, ça veut dire que même sans lancer de contrôle en particulier, même des dossiers, entre guillemets, qui ne vaudraient pas forcément le coup, l'administration fiscale de chaque pays pourrait avoir accès à tous les transferts sans enquête particulière. Exactement, ça va permettre de réduire en fait le coût du contrôle de manière considérable. Il suffira juste de comparer en fait les données des exchanges avec la déclaration d'impôt. Donc il suffira de voir que 600, 700 euros ont été vendus sur Binance et qu'il y a zéro en face. Ça coûtera rien à l'administration de notifier une proposition de rectification au contribuable, à charge pour lui de s'expliquer sur l'absence de justification ou potentiellement l'absence de plus-value en justifiant d'un prix d'achat supérieur. Mais pour l'administration fiscale, ça n'impliquera pas d'enquête supplémentaire. Donc ça va vraiment énormément simplifier les choses et réduire le coût du contrôle. Mais il y a quand même dans ce que raconte Alexandre, il y a le début de ce que moi alors deux choses. La première, c'est l'application sélective et arbitraire, parce que si je peux contrôler tout le monde, du coup, ça devient compliqué de s'assurer au niveau politique ou au niveau des poursuites engagées que il n'y a pas des gens qui vont passer entre les mailles du filet parce qu'ils sont copains avec X, Y, Z et que d'autres, en fait, vu que de toute façon tout est accessible, on va taper sur précisément le parti d'opposition. Tiens, c'est bizarre. Ou sur le leader de telle organisation. Donc ça c'est déjà, à partir du moment où le contrôle coûte zéro, on a déjà ce sujet qui revient. Et ensuite, il y a quand même le début de ce fameux renversement de présomption, parce que ici, on voit dans tout ce qu'Alexandre dit, c'est qu'on envoie des notifications aux contribuables, à lui de justifier. Donc, par défaut, on va considérer que s'il y a un problème, c'est pas... Il y a une suspicion, on ouvre une enquête, la charge de la preuve est inversée. On diligente une enquête et on vient expliquer pourquoi c'est louche, et là, on commence à quelque chose. Là, on vient dire... à toi d'expliquer que c'est licite ce que tu fais. Et je rajoute en disant qu'il y a déjà en droit français une présomption de blanchiment sur certains cas. Cette présomption de blanchiment a déjà été appliquée dans un cas de crypto il y a 1 an, je crois, de mémoire, où on disait vous avez des revenus en crypto,
nous appliquons un article de droit qui permet de présumer que c'est issu du blanchiment. Donc si vous n'arrivez pas à me justifier l'origine des fonds, c'est du blanchiment. Ça, pareil, ça relève de la présomption de culpabilité. Donc il y a des glissements un peu partout. Encore une fois, le but n'est pas de dire ne payez pas l'impôt, l'État c'est mal, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que la situation ce qu'on vient de raconter, c'est effectivement est-ce que c'est rentable pour l'État de diligenter un contrôle, et donc est-ce qu'il a des suspicions suffisamment fortes pour pouvoir aller chercher des libertés fondamentales. Là, on sort de ça. On arrive au bout du temps, mais très rapidement, Alexandre Lorimy, donc ce que dit Alexandre Sachenko, c'est qu'il y a une charge de la preuve qui s'inverse avec le temps. Alors, je précise un peu ces propos. Là, la charge de la preuve, c'est toujours sur l'administration fiscale, c'est le principe, et heureusement, parce que le contribuable est présumé de bonne foi. Mais on aurait un renversement dans la mesure où l'administration fiscale constate qu'il existe des éléments permettant de contester de manière raisonnable les déclarations du contribuable, c'est-à-dire des cessions non déclarées. Donc forcément, la preuve, c'est une dialectique, mais elle incombe a priori à l'administration fiscale, sauf dans certains cas, et on a des cas en fiscal de renversement de la charge de la preuve qui pourraient être appliqués en crypto et qui seraient très problématiques. Malheureusement, on arrive au bout du temps, messieurs. Merci beaucoup. C'est quoi la date de la fin de déclaration des... Ça commence le 23 mai là, pour les premiers, 23, 30 et 6 juin. Donc, dépêchez-vous et écrivez-nous, on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Lorimy, avocat associé chez Rouel Avocat, et Alexandre Sachenko, directeur de la stratégie chez Premium. On continuera ce débat dans une autre émission très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.